Vous êtes venu vous divertir. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est important hein, de rigoler. Là, en ce moment, surtout, c'est... Plus, moi, là, j'ai lu récemment qu'une bonne rigolade, ça vaut un gros steak. C'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos, d'ailleurs. Ou alors, faut en faire quelque chose de l'info. Je veux dire, envoyer des clowns en Afrique ou alors faire une appli iPhone. On pourrait avoir une appli iPhone, envoie ton rire en Afrique. Et puis, quand on a envie de rigoler dans une soirée, on appuie sur un bouton et ha ha ha. Et puis, le rire part en Afrique, comme ça, directement. Puis, c'est retransmis à Bamako par des gros haut-parleurs, comme ça. Et puis, le petit Africain, il entend le rire. Hop, ça lui fait son steak. Et puis, comme le rire est communicatif, du coup, il rigole aussi, ça chasse le mouche. Et puis, tout le monde est content. Enfin, on peut faire des choses, je veux dire... Moi non plus, je suis pas très en forme en ce moment. Hein. Pas du tout, même. En fait, je sors tout juste d'une relation avec un pervers narcissique. Enfin, c'est ça qu'on dit maintenant, les filles, quand on s'est fait larguer. Hein. Voilà, et puis j'ai eu 37 ans il y a pas longtemps, donc c'est dur. Hein. Là, je rentre vraiment dans cette catégorie flippante de nana, célibataire, toujours pas d'enfants, des ovaires qui doivent ressembler à François Hollande maintenant. Hein. Bon, une de plus ou une de moins ce soir sur lui, hein, c'est pas... Tic-tac, tic-tac, donc voilà, c'est un petit peu... c'est un peu dur, toutes mes copines ont 2, voire 3 gamins maintenant, hein, ça y est, les jeux sont faits. Bon, enfin, il y a quand même un point positif, hein, c'est que moi, contrairement à mes copines, j'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leurs gamins, hein. Ah oui. Et puis je fais pas pipi dans ma culotte quand je rigole un peu fort, voilà. Hein. À part ces 2 trucs vraiment super, ma vie c'est de la merde, hein. Vraiment. Je lis beaucoup en ce moment, du coup, hein, quand je m'emmerde, je lis. Je suis tombée dans les écrivains féministes, Simone de Beauvoir, tout ça, je connaissais pas. Ça console beaucoup hein, de lire des écrivains féministes, de voir qu'il y a des femmes qui ont eu des vies riches, hein, sans pour autant avoir ni de mari, ni d'enfants. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à cette occasion, je me suis rendu compte que mes croyances étaient très fragiles, en fait, que j'étais très influençable, parce que avant, j'aimais pas du tout le féminisme, ça m'énervait même un petit peu. Et j'ai lu 2 bouquins et maintenant, je suis à fond. C'est pour ça que je me dis qu'il faut peut-être pas que je lise Mein Kampf, moi. Voilà, non, sinon la vie est assez triste. Enfin, c'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Hein, il y a plus trop de romantisme, hein, c'est terminé. On cherche plus l'âme sœur, hein, ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre en plus, on voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, je buvais un verre avec un mec et il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour 2 massages spontanés. Hein. Peut-être 3 si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais. Ah non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce. C'est vrai, mais toi, tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout, toi?
Non, on fait pas ça. On fait pas ça. On est moins hypocrite parce qu'évidemment, la pipe aussi deviendra une monnaie d'échange dans le couple qui vous coûtera 2 massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. Genre, c'est lourd même, je vois comme pouvoir. Enfin, un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste. C'est relativement simple, hein. C'est binaire même. Hein. Genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces. Il reste. Hein. Non, mais même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique. Hein. Ça, c'est. Et d'ailleurs, ils ont une technique pour nous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment qu'ils en peuvent plus. C'est quand ils nous disent non mais là tu me pompes. Ça, c'est pas du présent de l'indicatif, hein, c'est de l'impératif, vraiment. Là, c'est le dernier appel de phare avant qu'il se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire. Et puis, il faut pas avoir trop bouffé avant parce qu'il faut y aller vraiment, quoi. Alors, puisqu'on parle de fellation, je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc. Parce que c'est assez humiliant en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Non mais c'est simple a priori, il y a un cylindre, il y a un trou rond, même un singe trisomique de 4 ans il le sait dans quel sens il faut aller. C'est humiliant, vraiment. D'où ça vient? Je veux dire, personne vous a jamais sucé comme ça. À part Gilbert Montagnier ou Ray Charles, mais c'est assez rare quand même. Et aussi, éventuellement, d'arrêter de nous dire, à un moment où on a peu de chance de pouvoir répondre, c'est bon, hein. C'est bon, tu l'aimes, hein. Si c'était bon, ça se saurait, d'accord? Il y aurait des Mr. Freeze saveur beat, peut-être. Non, c'est pas plus mal d'avoir un gros cul quand on est dépressif, je vais vous dire, parce que ça donne un but dans l'existence, en fait. Maigrir, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est ça? Et quand on a un but dans la vie, on se suicide moins. Moi, je me suicide beaucoup moins qu'avant. Alors bon, c'est aussi à cause de tout ce qui se passe aussi depuis quelques années, là. Le djihadisme, Pray for Paris, Pray for toutes les capitales où ça se passe. Là, je suis un peu paumée, moi, spirituellement, c'est vrai. Et du coup, je me dis, le suicide, c'est risqué, peut-être un peu. Hein. C'est vrai, c'est une belle idée en soi, le suicide. Attention, hein, c'est une très belle invention. Genre, quand t'es au bout de ta vie, que tu te dis, bon, bah, visiblement, l'existence, c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour moi. Tu te dis, bon, au pire, si ça tourne mal, j'ai l'option suicide, je peux le faire. Hein. C'est une idée qui est très réconfortante, en fait. Mais si le doute spirituel intervient, alors là, c'est plus du tout une idée réconfortante, parce qu'on se dit, mais t'imagines, tu te suicides, et boum, il y a une vie après la mort, en fait. Encore cette merde? Non, c'était pas le projet, en fait. Hein. En fait, t'as intérêt d'aimer la vie si tu te suicides, en fait. Parce que c'est peut-être pour toujours que tu te la cognes après. Moi j'ai très peur de la vie éternelle. À cause de ça, Et en plus, ils sont tous dessus, là. Ça y est, c'est le projet. Ils sont tous dessus. Ils veulent supprimer la mort. Hein. Pour de vrai, c'est une vraie information. Google investit des milliards de dollars dans la recherche contre la mort. Hein. Mark Zuckerberg, notre père à tous, investit une grande partie de sa fortune dans la recherche pour la vie éternelle. C'est fascinant quand même. Hein. Il y a les 3/4 des habitants de cette planète qui a l'espérance de vie d'un labrador cancéreux à peu près. Et dans la Silicon Valley, on est là, ça fait chier de mourir d'un cancer à 85 ans. C'est fascinant quand même. Non mais c'est flippant. On est peut-être sur le point d'éradiquer la mort là. C'est flippant. C'est flippant. Moi, j'ai peur que ma mère l'apprenne en plus. Peut-être faut pas le dire à tout le monde si on le fait. Peut-être faut sélectionner les gens. Je sais pas. Mais enfin non, ce sera atroce. On peut pas faire. Mais on peut pas supprimer la mort. Il ne faut pas supprimer la mort. C'est important la mort pour la vie. Non mais c'est important. Je sais c'est parce qu'on a l'idée de la fin toujours quelque part dans notre tête qu'on peut supporter l'existence. C'est pour ça. Si on devait se lever tous les matins avec la certitude que nos emmerdes sont éternelles, on aurait envie de se flinguer tous les matins et on pourrait plus. Non, là, ça serait l'enfer, vraiment. Non, je pense qu'il faut garder la mort. C'est important. On va encore dire que je suis réac, je m'en fous. Ça fait partie des trucs qu'il faut garder quand même. Je pense.
Je pense plus globalement qu'il faut faire attention avec le progrès. Vraiment. Non, oui, j'ai dit cette phrase. Je le pense. On commence à faire n'importe quoi là quand même. Il y a des gens très riches là qui meurent du cancer, qui se font congeler. C'est normal, ça y est. Avec un post-it sur la porte du congélo. Foutez-moi 2 minutes au micro-ondes quand on sera moins con. Les gens commencent à faire ça là. Ribéry a acheté un caisson de cryogénisation. Tout le monde voit ce que c'est. Ribéry, tout le monde voit ce que c'est. Et ben le mec pense que ça serait bien qu'il fasse partie de la team du futur. Non, il faut faire attention là. Vraiment, il faut garder son sang-froid, je pense un petit peu. Vraiment. Je ne juge pas le fait d'avoir envie de vivre à une autre époque que celle-ci, qui n'est pas très riante, hein, j'en conviens. Moi-même, j'aurais voulu être née dans une autre époque, hein, bien sûr. C'est pas le... Et dans une autre personne aussi, d'ailleurs. Mais je parle pas de ma mère là cette fois. Je parle de moi, non, la pauvre. Je vais défoncer la chatte et après je vais gâcher sa vie. Non, je parle de moi. J'aurais voulu naître dans une autre personne que moi, c'est ça. Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais voulu naître dans Leonardo DiCaprio. Ça m'aurait plu, vraiment. Être un artiste comme ça, avec des vraies convictions écolo, et baiser des putes sur des yachts, ça m'aurait plu. Ça m'aurait beaucoup plu. Et en plus, ça aurait été logique, parce que Leonardo DiCaprio, c'est l'anagramme de Blanche Gardin. Donc il y avait un truc... Ah non, pas du tout. Il manque... il manque pas mal de lettres. C'est dur, les anagrammes. Je passe beaucoup de temps à faire des... Par contre, Carpe Diem, c'est l'anagramme de ça déprime. Ça, vous pouvez me croire sur parole, j'ai fait le calcul, ça marche. Carpe Diem. C'est la mode. Hein. Carpe Diem, il faut profiter, C'est pas très bon signe. C'est parce que... Moi, j'ai essayé de profiter du moment présent, de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, tout ça. Mais quand il se passe rien, c'est compliqué. En fait. Moi, il ne se passe plus rien dans ma vie. Ma vie privée est un désert événementiel. Vraiment, il ne se passe plus... Moi, j'ai 40 ans, je suis célibataire depuis 4 ans maintenant. Il ne se passe plus rien dans ma vie. Mais les années passent, il ne se passe plus rien de nouveau. Il n'y a plus jamais... Si je mets des colliers, ça c'est nouveau. Voilà, ça c'est la nouveauté. 2017, je mets des colliers. C'est... Oui, je mets les colliers. Je me dis, quitte à pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres. Voilà. Au moins, tu ressembles à quelque chose. Pas à quelque chose de génial, mais à quelque chose d'identifiable pour les gens, quoi. Les gens se disent, tiens, une femme de lettres. Bon, je me dis, ça c'est bien. J'existe. Je suis à 2 doigts des lunettes avec les chaînettes, là. Je sens que ça va m'arriver. Mais c'est pas grave en même temps, parce que je trouve ça touchant comme objet. Non, les lunettes avec la chaînette, c'est vrai, c'est touchant cet objet. C'est quand même un signe extérieur de solitude extrême, cet objet. Enfin, je veux dire, les lunettes avec la chaînette, c'est pour moi... Enfin, c'est surtout un signe de niveau de gestion de la solitude qui m'intéresse beaucoup. J'en ai quand même affaire à une nana qui vit seule, qui est complètement bigleuse, hein, qui a égaré ses lunettes un jour dans son appartement, comme ça, qui a vécu 3 jours en panique totale, essayé de chercher la sortie, qui n'a pas trouvé, qui s'est dit, je vais crever là, on va me retrouver par l'odeur, quoi. Les pompiers vont me ramasser à la pelle dans 3 semaines, c'est ça qui va se passer. Elle est là, elle a probablement fini les 4 fers en l'air dans son couloir à gémir, c'est fini, elle est comme ça. Dans un ultime instinct de survie, elle cherche à tâtons sous la commode la gamelle du chat pour se nourrir. Et une dernière fois, comme ça, elle retombe miraculeusement sur ses lunettes. Et elle se dit qu'à cela ne tienne, je me les arrime au corps, ces lunettes. Je veux vivre. C'est ça qu'elle se dit. Le premier objet devait être un peu fou, ça devait être fabriqué avec de la ficelle à gigot, du gros scotch marron, il y avait un truc un peu... Il y a une rage de vivre chez ces nanas qui m'intéresse beaucoup, moi. C'est vrai. Ça se voit pas tout de suite, à première vue, je suis d'accord, parce que souvent c'est des nanas qui travaillent dans l'édition, qui portent des chandails marrons, mais il y a une rage de vivre souterraine qui m'intéresse beaucoup, moi. Je trouve que c'est un message d'espoir, ces femmes, pour nous, les femmes de 40 ans. C'est vrai. Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons, quand même.
Non mais, je veux dire, non mais, alors... C'est bien, vous applaudissez à ça. Personne ne se sent concerné ce soir, hein. Ni con, ni gilet jaune, ni rien du tout. Non, mais attention, hein, je veux pas faire de généralité, bien sûr. Je dis la majorité, c'est pour ça. C'est pas tout le monde, bien sûr. C'est pas vous ce soir, bien sûr. Et bien sûr, il n'y a pas de cons à Bordeaux. Hein. Il y a pas de, il y a que des Parisiens maintenant à Bordeaux. Non, mais alors, attention. Ah, mais quand je dis ça, moi, je me mets du côté des cons. Hein. Je me mets vraiment du côté des cons. Moi, j'avais beaucoup plus de certitude à 20 ans qu'aujourd'hui. Moi, je suis paumée aujourd'hui, mais à un point que j'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse être paumé. Moi, si je suis sur scène, c'est pas du tout parce que j'ai l'impression d'avoir plus de choses intelligentes à dire que les autres. Moi, si je suis sur scène, c'est uniquement à cause de ma mère. C'est ma mère qui m'a mis là. Pas consciemment, mais c'est à cause d'elle que je suis là. Ma mère, à chaque fois que je finis un spectacle, elle me dit « Mais si, continue de faire des spectacles, ça te consolera de pas avoir eu de gamin. » Ma mère me dit ça. Parce que ma mère a une maladie. Ma mère a une maladie. Ma mère, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est ça, ma mère. Mais la moindre pensée qui effleure son cerveau doit sortir. Ça doit sortir. Avec la coupe de cheveux, c'est les 2 points communs qu'elle a avec Trump. C'est redoutable, quoi. Je veux dire. Donc, non, vraiment, si je suis là, c'est uniquement parce que je sais pas dire non à ma mère, c'est tout. C'est que je sais pas dire non tout court, d'ailleurs, je sais pas dire non, parce qu'il y a un gros problème dans la vie. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue hétéro également. Et donc, non, c'est vrai que con, le mot est violent, mais je pense que les hommes sont bêtes et méchants. Je pense, enfin, même pour être plus précise, je pense que les hommes sont bêtes et les femmes sont méchantes. C'est vrai. C'est pour ça que je suis pas écolo aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que j'aime pas la planète. Elle est super, la planète. Mais justement, je pense que les humains ne la méritent pas, la planète. Non, mais les humains sont tellement bêtes et méchants que des fois je me demande si la disparition des espèces, c'est pas, en fait, c'est pas des suicides de masse d'animaux ils se cassent. Ils en peuvent plus de vivre avec nous. Ils en peuvent plus. Ils se cassent. Ils se cassent poliment, discrètement, sans parler, parce que les animaux ne parlent pas en permanence, ne commandent pas tout ce qu'ils font comme nous on fait. Non mais nous on parle en permanence, ça doit être fou du point de vue des animaux quand même. Les animaux utilisent la parole à bon escient. Les animaux utilisent la parole pour des choses essentielles. Les animaux ils parlent seulement pour dire vous êtes où, dégage, t'excite pas, je suis déjà en cloque, des choses comme ça. Mais des choses essentielles. Nous, on est sans arrêt en train de parler, de commenter ce qu'on fait. C'est encore pire maintenant avec les téléphones. On passe plus 5 minutes sans s'exprimer. On est sans arrêt en train de parler, de donner notre avis, de commenter. Là, vous n'êtes pas bien parce que votre téléphone est dans votre poche. Vous avez l'impression de louper des trucs. Parce que même quand ton téléphone est dans ta poche, ça continue sans toi, ça discute dans ton slip. On parle en permanence. Mais vous vous rappelez avant, quand on disait les paroles s'envolent, les écrits restent? On ne le dit plus, ça. On le dit plus puisqu'on écrit tout ce qu'on dit. On publie la moindre des réactions. Pourquoi on disait ça avant? On disait ça parce qu'on avait conscience qu'une tonne de ce qu'on pense en premier au sujet de quelque chose, c'est très souvent d'abord de la merde. Hein. Non, oui, qui s'accumule sur le chemin d'une pensée qui sera peut-être un jour intéressante. Pourquoi pas une opinion? Mais c'est qu'on ne filtre plus du tout les premières pensées. On les offre en partage au monde entier. Prenez, ceci est ma merde. Et il t'explique pourquoi il s'est coupé. Il est là, bah oui, j'étais en train de surveiller là et je me suis... Mais non, il y a des étapes dont on n'a pas besoin d'être informé, ni conscient quand on commande des frites. C'est vrai, je vous adore. Vous êtes tellement gays. Vous êtes tellement gays. Ça fait tellement de bien de voir autant de gens gays. C'est-à-dire que, surtout pour nous en ce moment, c'est vrai que... Bon, déjà qu'avant les attentats, on avait une fâcheuse tendance à être français, hein. Mais là encore plus. Et c'est d'autant plus plaisant d'être à l'étranger du coup pour nous maintenant, parce que c'est vrai que on a mauvaise réputation les Français à l'étranger. C'est vrai qu'à chaque fois que je venais au Québec avant les attentats, il y avait toujours ce moment désagréable où je prenais un verre avec un Québécois et puis à la fin les langues se délient et le type te dit toujours oui les Français vous êtes arrogants, vous êtes supérieurs et aujourd'hui, maintenant, plus de critiques, plus rien. On sent une empathie vraiment forte. On a un statut de victime intouchable. Et on a l'impression qu'on pourrait tout dire, tout faire, sans que personne n'ose nous critiquer.
Et c'est très plaisant. J'ai l'impression d'être juive. je, je me suis servi d'ailleurs de ce pouvoir magique il y a quelques jours dans Montréal. J'ai traversé en dehors du passage piéton là. Et ça, vous ne faites pas ça. Hein. Ici, c'est vraiment un acte de délinquance grave. Hein. C'est-à-dire que vous avez des soucis ici, vraiment. Hein. Et, et je me fais engueuler par un policier comme ça. Et je lui dis, écoutez, monsieur l'agent, je suis désolée, mais je débarque tout juste de Paris, là. Et c'est vrai qu'à Paris, on n'attend pas que la lumière des piétons soit allumée pour traverser. Non, non, on court dans tous les sens pour éviter les balles de Kalachnikov, monsieur l'agent. Et ça a marché. Il était tout ému. Il était... Non, c'est... Il arrive des trucs étranges. Moi, j'ai rencontré un mec très engagé aussi il y a quelques jours dans Montréal. J'étais à la terrasse d'un Starbucks qui donnait sur la rue directement. Et j'étais bien, j'étais en train de lire un bouquin, je me sentais bien en train de savourer un expresso. Et tout d'un coup, je vois un vélo dans mon champ de vision, comme ça, qui s'arrête net devant moi, comme ça. Et là, je vois un homme, plutôt beau gosse, qui me fixe comme ça. Et là, bon, c'est vrai que un instant, j'ai la faiblesse de penser waouh, mais dis donc, le mec vient de tomber amoureux, mais agressivement, là, vraiment. Et en fait, pas du tout, hein, pas du tout. Le mec me dit t'es au courant que Starbucks file 15% de son chiffre d'affaires à l'armée israélienne? Non, je suis beaucoup. Non, elle me dit bah si, Starbucks, chevalier du pouvoir, ok? Je lui dis écoute, je suis pas complètement bilingue, mais je suis pas sûre que ce soit ça la traduction. Et il me dit, si, à chaque fois que tu bois un café, tu tues un Palestinien. Et puis je commence à douter un peu, parce que j'ai pas de personnalité. Donc je commence à douter un petit peu, mais je voulais pas me rendre totalement à sa théorie. Quand je lui dis, bon, je crois que t'exagères un petit peu. Puis moi, je viens pas souvent chez Starbucks. Là, j'ai pris juste un petit expresso. Il me dit, bah, t'as tué un gamin. Bravo. Et le mec se barre, comme ça. Je dis, mais ça va pas ou quoi, là? Parce qu'il y a d'autres gens sur la terrasse, il y a plein d'autres gens. Pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Est-ce que j'ai une gueule de lanceuse d'alerte, moi? Je veux dire, pourquoi moi? Qu'est-ce que je... Et j'étais très gênée, parce que... Donc il y avait d'autres gens qui avaient assisté à la scène, et puis il n'y avait pas eu de débriefing, il n'y avait pas eu de commentaires. Et j'étais comme ça, et puis j'osais pas les regarder, mais en même temps j'avais envie de les regarder, parce que j'avais besoin de soutien. J'aurais eu envie de pouvoir échanger un regard entendu avec ces gens, et de faire... Il y a un paquet de cinglés ici. Hein. Mais après je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est vrai ce qu'il a dit? C'est que moi, je vis dans les années 40. Hein. J'ai pas Internet, j'ai pas de smartphone, j'ai pas la télé depuis 20 ans. Donc, si ça se trouve, je suis la seule conne à pas avoir cette information. Donc, je me suis dit, je vais pas les regarder, les gens, parce que si ça se trouve, je vais les regarder. Et là, il y a un mec qui va me dire, bah oui, on le sait tous, hein. C'est pour ça qu'on vient, nous, là, chez Chevalier du Pouvoir, là. Tous les matins, on vient tuer un Palestinien, ça démarre bien la journée. Du coup, je me suis levée, je suis partie. J'ai pas fini mon café, j'avais plus trop le goût de... Il y avait un peu un goût de pied de Palestinien. Finalement, je pas... Et je me lève et puis je jette un regard furtif à la terrasse, comme ça, pour voir les gens. Et en fait, c'était que des jeunes avec des smartphones. Et je me dis, mais c'est ça, mais en fait, c'est pour ça qu'il a fondu sur moi, le mec. Mais c'est terrible, que c'est pas parce que j'ai 40 ans et que je suis en train de lire un bouquin que je suis forcément en train de faire le deuil de ma vie sexuelle et que j'ai besoin d'un combat, quoi. Je veux dire, c'est terrible d'avoir 40 ans pour ça. Hein. Les gens vous accostent plus que pour ça. Maintenant, moi, j'ai eu 40 ans cette année. C'est un vrai choc. Un vrai choc. C'est pas cliché. C'est parce que quand on dit aux gens qu'on a 40 ans, bien sûr, les gens te disent non, mais ça va, c'est pas vieux 40 ans. Non, c'est pas vieux 40 ans. Mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vieux soudainement. Parce qu'on vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif, si bien qu'on se voit pas vieillir. Et à 40 ans, soudainement, il y a une bascule au niveau... On a vieilli d'un coup. Au niveau du corps, je le vois déjà. Moi, maintenant, quand je mets une robe vintage, sur moi, c'est juste une robe. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. On a vieilli d'un coup. Et c'est terrible, ce sentiment d'avoir vieilli d'un coup. C'est encore plus terrible quand on est une femme, d'ailleurs. Parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi parfaitement injuste, hein, qui veut que les hommes de mon âge, auxquels je pouvais prétendre avant, peuvent, eux, soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que toi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément. Moi, je me suis rendu compte que spontanément, je regardais plus les hommes de mon âge dans la rue. C'est terminé. Enfin, si, je les regarde, mais je les envisage plus. Je les regarde... Je les regarde comme un naufragé sur une île déserte qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu. C'est comme ça que je le regarde, mais je l'envisage plus. Mais il y a une bascule au niveau des exigences pour la femme de 40 ans. L'autre jour, j'étais dans la rue et je vois un chauve passer. Et je pensais à autre chose comme ça, puis d'un coup, je me dis, tiens, il est pas mal, ce mec. Un chauve. Non, mais je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui.
Non mais c'est tragique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de... Non mais c'est tragique parce que je veux dire, moi, dans le sens où moi, il y a un an, les chauves, je les regardais avec un mélange de compassion et d'amusement, légèrement condescendant. Quoi. Pour moi, le chauve, c'était une espèce à part de l'humanité. C'était entre l'aveugle et l'humain, le chauve, quoi. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager un chauve sexuellement. Non mais c'est tragique vraiment ce qui se passe à 40 ans pour une femme. Moi maintenant que je suis au maximum de l'optimisme et que je me mets à rêvasser un peu comme ça, la première idée qui me vient, c'est oh, j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu. C'est à ça que je pense quand même. C'est tragique. Et les gens qui te disent mais non, la vie commence à 40 ans, mais c'est faux, la vie commence pas à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des espérances de vie 80 à 85 ans, c'est énorme. Mais on a la même usure du corps qu'en 1789, en fait. C'est ça le problème fondamental. Que moi, je sens que je suis foutue physiquement. Je suis flinguée. Je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite. C'est fini. Enfin, c'est terminé. Le matin, je me lève. Jusqu'à midi, j'ai la gueule de Mohamed Ali, la voix de mon père. Enfin, mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je sens mes organes dégénèrent, vraiment. Non, mais je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe, maintenant. La soupe? Mais pourquoi la soupe? Je mange même pas de soupe d'ailleurs, c'est même pas ça, parce que je peux plus rien manger, je digère plus rien, on digère plus rien. Moi, ce système digestif est périmé, il était pas fait pour durer, vraiment. J'ose même plus pisser sous la douche, parce que chaque fois que je pisse, je chie un peu maintenant. Non, non, un peu. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonsoir.